Ohio les Nakama et bienvenue sur ce podcast. Si les termes de Rasengan, de Gearthird, de Ultra Instinct, de Toman, de Sasageyo ou encore du souffle de l'eau 3ème mouvement te parlent, tu es au bon endroit. Je m'appelle Ségolène, et oui, comme Ségolène Royal. Je suis une otaku et tous les vendredis je te parle de manga. Alors enfile ton chapeau de paille et prépare tes kunai parce que là, ça va être plus ultra. Bonne écoute! Alors je suis super contente parce qu'aujourd'hui c'est mon premier épisode nouveauté et je suis hyper contente de le faire. 36-15 je vous raconte ma life, entre mes vacances d'été, la rentrée, mon déménagement et plein d'autres trucs, j'avoue que j'ai pris pas mal de retard dans ma lecture manga et dans mon visionnage d'animé. Donc j'ai à peu près Boruto, une dizaine d'épisodes à rattraper, pareil pour Tokyo Revengers, pareil pour My Hero Academia, et je dois continuer évidemment ma folie One Piece que j'ai mise en stand-by, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à écouter mon épisode sur j'ai commencé One Piece en juin 2021, puisque c'est le cas, j'ai commencé ça il y a quelques mois. Je m'étais lancé le défi de finir avant septembre et finalement j'ai pas eu envie de finir trop vite parce que j'adore One Piece et du coup j'ai étalé ça sur un peu plus de temps, mais il faut que je m'y remette parce que ça doit faire un peu plus d'un mois que je n'ai pas continué One Piece, donc en manga papier. D'ailleurs j'ai décidé d'arrêter de lire des scans et de me contenter que des sorties papier, comme ça me permet de continuer à suivre mon rythme endiablé de lecture sur plusieurs fronts parce que sinon j'arrive pas à tout faire, même si j'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir tout lire, mais au moins du coup ça me régule dans mes lectures. Pendant un week-end un petit peu tranquille, j'ai décidé de franchir le cap et de me lancer dans pas mal de nouveautés et je n'ai pas été du tout déçue. Et je vais donc aujourd'hui vous parler des œuvres que j'ai découvertes récemment. Alors la première, c'est la grosse sortie des éditions Kazé de ces derniers jours, de ces dernières semaines, c'est Kaiju numéro 8. Alors si vous n'êtes pas au courant, c'est que vraiment vous n'êtes pas du tout à jour de ce qui se passe dans le manga game, parce qu'ils ont fait une com exceptionnelle, ils ont réussi à réquisitionner l'une des tranches de la BNF, donc la bibliothèque François Mitterrand à Paris, pour pouvoir promouvoir ce manga sur un espèce de poster qui faisait 20 mètres sur 15, pour promouvoir le manga, qui d'ailleurs à ce jour comptabilise le record des meilleures sorties manga en France de tous les temps. Et honnêtement, c'est plutôt une réussite et pour une fois, je suis assez contente de dire que je suis dans les temps et que j'ai lu le premier tome quelques jours après sa sortie officielle. Donc c'est une œuvre qui a été écrite par Naoya Matsumoto et donc Naoya Matsumoto c'est une femme, elle a été publiée dans le Shonen Jump Plus depuis juillet 2020 et en France il est publié aux éditions Kazé donc depuis le mois d'octobre 2021. Le résumé rapidement, donc c'est l'histoire de Kafka Ibino, donc c'est un homme de 32 ans qui travaille comme nettoyeur dans une société spécialisée dans le kaiju. Donc le kaiju ce sont des monstres gigantesques qui ont des tailles plus ou moins différentes, des formes plus ou moins différentes, qui attaquent les humains et contre lesquels les humains combattent. Donc Ibino, Kafka, lui, son rêve c'est d'intégrer les forces de défense, mais malheureusement il a échoué plusieurs fois au concours d'entrée et du coup il a baissé les bras. Mais à la suite d'une course-poursuite, d'une baston contre un kaiju justement pour sauver son stagiaire qui s'appelle Leno Ishikawa, Ibino donc se retrouve lui-même transformé en kaiju, parce qu'il avale en fait un kaiju et du coup il se transforme. Donc doté d'une nouvelle force et encouragé par Ishikawa, donc son stagiaire qui au début le prend pour un gros bolos et qui finalement se dit non mais en fait c'est un mec stylé malgré tout, Ibino décide de se représenter une nouvelle fois au concours des forces spéciales, concours pendant lequel il va découvrir des participants qui sont plus redoutables les uns que les autres et où il va devoir tenter de préserver son propre secret d'avoir été transformé à moitié en kaiju. Voilà, ça c'est pour le synopsis de manière globale que vous pouvez retrouver un peu partout et notamment sur la couverture du manga. Alors mon avis sur ce manga, alors c'est pas très surprenant ni très original, mais j'ai surkiffé, vraiment beaucoup. Alors en ce qui va concerner l'univers de l'histoire, il y a rien de révolutionnaire, c'est des monstres qui attaquent des humains, c'est une équipe de défense qui est très badass, qui va défendre l'humanité, un perso principal qui est un peu cassos sur les bords, enfin voilà, les cases basiques du shonen sont cochées. Mais la différence qu'on va avoir, c'est le personnage d'Ibino, et Ibino, il est pas ado, c'est pas un ado en pleine rébellion comme dans beaucoup de shonen, donc il a déjà 32 ans, c'est déjà un adulte, c'est un peu un raté sur les bords, mais il a pas du tout le profil classique du héros de shonen classique. Donc ça c'est plutôt agréable. Les dessins sont très beaux, il y a beaucoup d'humour. Sur ce point, je suis peut-être pas la meilleure pour juger parce que je suis particulièrement bon public, comme je me répète, comme je vous le dis à chaque fois, donc je ris très facilement. On entre très vite dans l'histoire, on est pris par les événements et on a vraiment envie de savoir la suite. Alors, je ne sais pas aussi si c'est le fait que ce soit une femme qui a écrit ce manga, mais il y a aussi une mise en avant du côté égalité homme-femme. Donc Ibino, lui, il veut se dépasser pour
pour pouvoir réussir le concours d'entrée aux forces de défense, mais c'est surtout pour pouvoir se tenir aux côtés de son amie d'enfance qui s'appelle Mina Hashiro, donc qui est vraiment une badass, qui est la chef des forces spéciales, et surtout pour honorer a priori une promesse qu'ils se sont faite quand ils étaient petits, et pouvoir être à son niveau et être à ses côtés pour défendre l'humanité. Donc est-ce qu'il y a une histoire d'amour entre ces deux-là dans l'air? Je ne sais pas, mais ça ne serait pas complètement improbable. Hâte de découvrir le tome 2 et la suite des aventures d'Ibino de Kaiju numéro 8. Alors moi la seule petite question que je me suis posée, c'est de savoir est-ce que son nom, qui est donc Kafka, est un clin d'œil ou une référence à Kafka l'auteur, qui a écrit une œuvre bien connue qui s'appelle La Métamorphose, qui serait potentiellement une référence au fait de se transformer en kaiju, donc de se métamorphoser. Ça c'est une bonne question. Deuxième découverte, c'est Mashle. Mashle ou Mashle, je sais pas trop comment ça se dit, donc on va partir sur Mashle, qui a été écrit par Hajime Komoto, et c'est également une publication des éditions Kazé. Décidément, Kazé ont vraiment le flair pour dénicher vraiment les pépites. Il est publié depuis avril 2021. Donc au Japon, il a été publié dans le Weekly Shonen Jump depuis janvier 2020. À ce jour, il existe 5 tomes en France, dont le dernier est sorti le 18 octobre 2021. Le résumé, donc c'est Mash Burndead, qui est un jeune homme qui passe ses journées à faire de la muscu et manger des choux à la crème dans la forêt profonde où il habite avec son père adoptif. Donc il est né sans aucune prédisposition pour la magie, ce qui est considéré comme un crime dans le monde dans lequel ils vivent, et raison pour laquelle son père le cache au reste du monde. Donc il vit vraiment dans une forêt très isolée. Mais un jour, trop tenté par une publicité pour des choux à la crème, il se rend en ville et il est démasqué par un agent de police. Donc il se rend compte qu'en fait il a aucun pouvoir magique. Donc cet agent de police lui propose un deal d'entrer à la prestigieuse académie de magie Easton et de devenir l'un des meilleurs élèves, et par ailleurs lui verser des pots de vin, ou sinon être traqué par les forces de police pour le restant de ses jours avec son père. Mash finit par accepter parce qu'il comprend que c'est plus dans son intérêt d'accepter, et donc ça commence pour lui une série d'aventures toutes plus improbables les unes que les autres dans la fameuse école Easton. Alors mon avis sur cette œuvre-là, donc au départ, j'avoue que j'étais pas vraiment convaincue par Mash, pour être très honnête. Donc j'en avais entendu parler un petit peu partout, comme tout le monde, mais les dessins, la couverture des mangas ne me tentaient pas spécialement. Et comme je l'ai déjà précisé plusieurs fois dans ces épisodes de podcast, j'ai beaucoup de mal à lire des mangas quand j'accroche pas au dessin. Et là où d'habitude, j'achète toujours les 2 premiers tomes pour me faire une idée d'une œuvre, et bah là j'en ai acheté qu'un seul, à demi convaincu que ça allait pas prendre et que ça allait pas me plaire. Et bah je dois reconnaître que je me suis complètement trompée, parce que passé les premiers chapitres, on nous met dans le contexte de l'histoire, on pose le décor. Alors je dois dire que l'histoire est une grosse métaphore / parodie d'Harry Potter, ça tombe bien parce que j'adore Harry Potter. J'ai commencé finalement à me prendre à l'histoire. Donc Mash, il est complètement idiot, il est décalé, il est naïf, il est maladroit, donc c'est vraiment le cliché du mec qui a tout dans les bras et pas grand chose dans la tête, mais ça le rend quand même vachement drôle et vachement attachant, et puis surtout il a un côté très humain. Donc à chaque fois il se retrouve dans des situations mais complètement improbables, dont il arrive toujours plus ou moins à sortir grâce à sa force surhumaine, et j'avoue que j'ai beaucoup ri dans cette histoire, parce qu'il est complètement abruti, mais que malgré tout il a quand même une répartie assez amusante, et il est quand même très attaché, enfin il s'attache rapidement aux autres et il a un certain sens des valeurs. Donc l'histoire est prenante, même si on a vraiment l'impression d'être dans un remake low cost d'Harry Potter. D'ailleurs je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est autorisé de pouvoir s'inspirer autant d'une œuvre. Ça a quand même un petit côté nostalgique, parce que du coup on va retrouver des personnages assez emblématiques de l'univers Harry Potter, bon même s'ils sont un petit peu remasterisés, mais tels que Dumbledore, tels que le professeur McGonagall, Malfoy, Hermione, et évidemment le Quidditch. Donc le Quidditch dans Mashle ça s'appelle du duello, mais voilà, c'est vraiment exactement la même chose que le Quidditch dans Harry Potter. Donc c'est très frais, c'est très amusant et ça se lit vraiment très vite. On peut se dire que le fait que les réussites du héros ne se basent que sur sa force physique, bon bah c'est peut-être une morale un petit peu douteuse au premier abord, mais j'imagine que tout cela va finir par évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Et il y a aussi des belles métaphores du monde réel, de manière générale dans cette œuvre, avec la domination des riches sur les pauvres, la question des égalités des chances, etc., de mettre en avant les compétences plus que le statut. Donc ça j'apprécie beaucoup. Et du coup bah, j'ai tellement aimé que j'ai commandé direct les autres tomes qui sont déjà sortis de Mashle, donc le dernier est sorti cette semaine, et vraiment j'ai hâte de connaître la suite. Ensuite, on a mon plus gros coup de cœur dans ces découvertes nouveautés, qui est Spy X Family. Alors, j'adore. Aujourd'hui, il y a 5 tomes qui sont sortis depuis septembre 2020 aux éditions Kurokawa. J'attends le 6e avec impatience. Le mangaka, c'est Tatsuya Endo, et c'est publié dans le Shonen Jump Plus depuis mars 2019 au Japon. L'histoire commence en nous présentant le personnage de Twilight, donc qui est un agent secret beau gosse, apparemment très doué en combat et en stratégie, et qui est doté d'une intelligence particulière
particulièrement hors norme. Donc il travaille pour une agence secrète qui est connue sous le nom de WISE, et il est le meilleur agent de cette agence, donc il est toujours envoyé sur les plus grosses missions nationales et internationales, surtout tout ce qui a une dimension politique. Donc au début de l'histoire, on lui attribue une nouvelle mission dans laquelle en fait il doit se rapprocher d'un homme qui est suspecté de vouloir atteindre la sécurité de la nation, donc qui s'appelle Donovan Desmond. Et pour cela, donc Twilight doit s'inventer une vie de famille factice avec donc une femme et une fille pour que son enfant puisse intégrer la même école que les fils Desmond, parce que on apprend rapidement que les seuls événements où Donovan Desmond est vu en public, ce sont les réunions par rapport à l'école de ses fils. Twilight va finir par prendre l'identité de Lloyd Forger et il va adopter une petite fille qui s'appelle Anya dans un orphelinat, sans savoir que Anya est spéciale puisque elle dispose de dons de télépathie et qu'elle peut lire dans les pensées des gens. Et au détour d'une séance de shopping avec Anya, il va également rencontrer une jeune femme qui s'appelle Yor Briar, sans savoir qu'en réalité cette jeune femme est une tueuse à gages du nom de Princesse Ibarra à ses heures perdues. Donc elle travaille à la fois à la mairie en tant qu'employée de mairie et le soir elle se transforme en redoutable tueuse à gages. Et au fur et à mesure il va lui proposer de l'épouser. Finalement ça les arrangera tous les deux puisque elle est célibataire depuis un moment alors qu'elle est jeune et assez jolie, et ça commence à attirer un peu les suspicions du voisinage parce qu'une femme célibataire, on sous-entend rapidement qu'elle peut avoir des liens avec l'espionnage et c'est quelque chose qui est très mal vu dans le monde dans lequel ils vivent. Donc ils décident de tous vivre ensemble, donc la petite famille parfaite, mais chacun ignore les motivations des autres et chacun ignore quelle est la vraie nature des autres, sauf Anya, la fille, qui du coup du fait de pouvoir lire dans les pensées des gens, sait tout sur ses parents adoptifs et ça va donner tout ça lieu à des situations hyper cocasses et c'est vraiment très drôle. Donc mon avis sur cette œuvre, moi ça a été un coup de cœur total. J'ai dévoré le premier tome et j'ai commandé tous les autres aussi du coup. Je suis hyper impatiente de lire la suite. Donc les dessins sont magnifiques, vraiment très très beaux. Le personnage de Twilight, Lloyd, c'est vraiment un beau gosse. On peut dire que c'est un mix entre Kakashi Hatake et Levi Ackerman. Voilà, donc il est vraiment beau. Le personnage de Yor aussi est très joli, c'est une très belle femme et Anya est hyper mignonne. Elle me fait un petit peu penser à Eri dans My Hero Academia. L'histoire est super bien rythmée, donc c'est vraiment, il y a différentes séquences entre leur vie de famille, leurs activités parallèles à chacun et la vie d'école d'Anya. Donc quand elle est à l'école avec ses camarades, c'est aussi très drôle. Et au fur et à mesure, il y a des nouveaux personnages évidemment qui vont intégrer l'histoire. Notamment dans leur petite famille, ils vont acquérir un chien, donc un chien assez spécial qui s'appelle Bond. Je n'en dis pas plus. On s'ennuie vraiment pas une seconde. Donc leur famille, elle est complètement improbable et du coup c'est hyper drôle et on s'attache à eux parce que c'est vraiment des situations très marrantes. Donc on va avoir le Lloyd qui est un peu calculateur, qui est assez froid au premier abord, qui est un peu désespéré de voir que Anya, sa petite fille adoptive du coup, a vraiment du mal à devenir une bonne élève et du coup il craint vraiment pour la réussite de sa mission parce qu'il se dit si elle se fait virer dans cette école hyper sélecte, j'arriverai jamais à atteindre le fameux Donovan Desmond. Ensuite on va avoir Yor qui elle est une tueuse vraiment sans pitié à ses heures perdues, mais à côté de ça qui est une jeune femme hyper gentille, complètement étourdie, qui a aucun talent de tâche ménagère à part donc le ménage. Elle sait pas cuisiner, elle sait pas faire grand chose, mais elle est super attentionnée, elle est très à l'écoute d'Anya, donc elles vont finir par vraiment s'attacher l'une à l'autre et surtout elle est très proche de son frère. Donc Yor a un frère qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire qui s'appelle Yuri et donc elle l'aime plus que tout parce qu'ils ont perdu leurs parents quand ils étaient très jeunes, du coup ils sont très proches. Et enfin évidemment Anya qui du coup connaît les pensées de tout le monde, donc ça c'est vraiment je pense la partie la plus drôle parce qu'elle arrive du coup à composer avec ce qu'elle entend et parfois ça donne lieu à des quiproquos énormes parce que du coup elle a que 6 ans, qu'elle comprend pas tout. À l'école elle vit de nombreuses aventures avec ses camarades, donc notamment avec Damian Desmond qui est le fils fameux Donovan qu'on cherche à approcher, qu'elle appelle le méchant parce que du coup il se retrouve dans des situations où ils se détestent, mais au final elle l'apprécie un petit peu plus qu'elle veut bien le dire et je pense que Damian aussi est même peut-être un petit peu amoureux d'Anya même s'il refuse catégoriquement de l'admettre. Donc chaque personnage veut préserver la bonne harmonie de cette famille parce qu'ils ont chacun leurs intérêts à défendre, mais on sent que finalement au fur et à mesure de l'histoire il y a un réel lien qui se crée entre les personnages et que chacun évolue, notamment Lloyd qui s'adoucit un petit peu et qui au final finit par vraiment s'attacher à Yor et à Anya. D'ailleurs on se demande s'il ne va pas réellement tomber amoureux de Yor, ce serait génial que ça arrive évidemment, je pense qu'on l'attend tous, qu'on croise les doigts. Donc ça crée un lien familial qui est assez mignon, qui est assez sympa et du coup j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va évoluer, surtout parce qu'à la fin du tome 5 il y a une nouvelle personnage qui est intégrée dans l'histoire et je pense qu'elle va venir semer un peu la zizanie dans cette famille. Voilà, je vous recommande vraiment Spy X Family si vous ne l'avez pas lu. Quatrième œuvre que j'ai découverte, c'est Blue Lock. Donc Blue Lock, c'est un shonen autour du football. L'auteur, c'est Kaneshiro Muneyuki et il dit lui-même qu'il est à la fois un passionné de manga et à la fois un passionné de football. Donc ce manga est sorti au Japon en août 2018 et en France, il est édité aux éditions Pika depuis juin 2021. Et je me souviens d'ailleurs avoir vu plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui recevaient les coffrets presse de Blue Lock et c'était vraiment des coffrets presse très sympas. Je trouve que vraiment il s'était donné pour ça. Donc il y a à ce jour 4 tomes parus en France, un animé
est en cours de réalisation et devrait voir le jour en 2022. Pour résumer rapidement Blue Lock, le manga commence sur l'élimination du Japon à la Coupe du Monde de football en 2018. Donc un comité se réunit pour prendre des mesures afin de revenir sur cet échec et de trouver des solutions pour y remédier. En parallèle, on découvre le personnage de Yoshi Izagi qui, avec son équipe de foot, rate de très peu les qualifications pour des championnats nationaux. Et donc Izagi, du coup, il est un peu déprimé, il est persuadé que tout est terminé pour lui, il repasse en boucle les erreurs de son match. Vraiment, il est pas bien, donc persuadé que c'est la fin et qu'il sera jamais footballeur professionnel, Izagi reçoit un courrier qui lui annonce qu'il est convoqué à une espèce de réunion footballistique à la fédération. En arrivant sur place, il découvre qu'il n'est pas le seul, qu'il y a d'autres jeunes garçons qui ont été sélectionnés comme lui. Et on leur explique du coup à tous ces jeunes le nouveau concept qui a été imaginé par la personne de Monsieur Ego, qui est partie de la fédération japonaise de football, pour essayer de créer le meilleur attaquant du monde. Donc ils ont lancé un concept qui s'appelle le Blue Lock. Blue Lock qui signifie la cage ou la prison bleue. Le Blue Lock, c'est un camp d'entraînement intensif duquel normalement ne sortira qu'un seul gagnant qui va devenir le meilleur attaquant du monde. Alors mon avis sur ce manga, donc moi j'aime beaucoup le foot, enfin, vraiment de base, mais je ne suis pas forcément quelqu'un de très friand de manga de sport en général. Donc je crois que je dois garder le traumatisme de Olive et Tom où il fallait attendre 12 épisodes pour voir le ballon arriver à l'autre bout du terrain. Donc j'ai commencé Blue Lock avec un peu de méfiance, un peu de scepticisme, en me disant que bon bah on verra bien, mais pas forcément hyper convaincu d'accrocher. La première chose qui m'a plu déjà, c'est la qualité des dessins. Donc vraiment il y a rien à dire, le manga est très beau. Les personnages sont très bien faits, très bien dessinés, beaucoup de détails, notamment sur tout ce qui va être la musculature du corps. C'est quand même censé être des athlètes. Donc ça a été vraiment très bien retranscrit par l'auteur. En ce qui concerne le scénario, je dois avouer que l'histoire m'a fait penser à une version un peu footballistique de Squid Game, pour ne citer que ça puisque c'est la série du moment, mais de manière on va dire plus générale au concept de Battle Royale de manière plus globale. Donc en effet, il est censé rester qu'un seul participant à la fin du Blue Lock qui sera le meilleur attaquant du monde. Donc les participants sont vraiment poussés par le personnage d'Ego, donc Ego lui il semble ressentir aucune once d'empathie, il les pousse dans des retranchements assez sombres et leur fait découvrir des facettes de leur personnalité qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc après avoir lu 2 tomes de ce manga, puisque comme je vous l'ai expliqué avant, en général j'achète souvent les 2 premiers tomes pour me faire vraiment une idée et ne pas me fier qu'au premier, je ne suis toujours pas extrêmement attachée au personnage principal, donc personnage Izagi, et je préfère d'ailleurs plutôt certains persos secondaires comme le personnage de Bashira ou le personnage de Kunigami. Izagi, c'est un bon personnage principal de shonen, il est un peu agaçant, un peu mollasson, toujours un peu à se poser des questions sur sa réussite, donc voilà, je l'apprécie pas plus que ça, après je ne le déteste pas non plus, c'est pas un personnage qui m'a marqué, qui me transcende. Malgré les a priori que j'avais avant de commencer cette histoire, finalement j'ai bien aimé, parce que le rythme est très rapide avec ce côté match, ce côté football, ce côté suspense. Les personnages sont assez intrigants, puisque évidemment il y a des grosses personnalités qui sont marquées dès le début, et on a envie de savoir la suite. Après, je ne suis pas en mesure encore aujourd'hui de me dire si ce manga va me marquer émotionnellement parlant comme de nombreux mangas que je peux lire, mais voilà, j'attends de voir la suite. Pour l'instant, j'apprécie ce que je lis et je suis curieuse de voir ce que la suite va nous réserver. Et enfin, avec beaucoup de retard, je me suis également lancée dans Chainsaw Man. Chainsaw Man, ce fameux manga ovni dont j'entendais parler depuis plusieurs mois. Donc j'avais vraiment envie de voir de mes propres yeux, de lire de mes propres yeux ce qui faisait la renommée de cette œuvre. Mais je ne détaillerai pas grand chose ici, puisque je vais en parler de manière beaucoup plus détaillée dans une collaboration talk-show avec Seb et Val. Donc Seb et Val qui font partie du podcast Y a-t-il un pilote dans le manga? Et si vous ne connaissez pas ce podcast, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Donc leur concept est assez simple. Ils analysent en détail le premier chapitre d'un manga pour savoir ce qu'il vaut, pour donner leurs premières impressions, de nous expliquer si ça leur donne envie de lire la suite et ce qui d'après eux fait que le manga est bon ou pas. Et donc dans cet épisode avec eux, on va parler de Chainsaw Man, qui sera donc disponible sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, et je vous en dirai plus sur ce que j'ai pensé de Chainsaw Man, et je peux juste vous teaser un petit peu en vous disant que mon avis sur cette œuvre est plutôt ce qu'on appelle une unpopular opinion, puisque je ne suis pas forcément d'accord avec ce que pense la grande majorité des gens sur ce manga. Voilà, je ne vous en dis pas plus, et je vous invite à aller écouter l'épisode sur le podcast Y a-t-il un pilote dans le manga, qui va sortir donc le 29 novembre sur leur chaîne, sur leur podcast, que vous pouvez retrouver donc sur toutes les plateformes habituelles d'écoute. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour que je puisse devenir la Hokage du pays du podcast, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça me donnera évidemment du ki et du chakra pour préparer la suite. Sayonara, et à vendredi pour un prochain épisode.